Haiti in the West Indies is a beautiful country. But what happens to its people is largely ignored by the outside world. Since the late 1950s, the national life of Haiti has been ruled by two men. François Duvalier, president, known to his people as Papa Doc. François Duvalier died in 1971. After his death, the presidency passed to his son, Jean-Claude Duvalier. The other name associated with the presidential family is Tonton Macoute. It means bogeyman. This is the country's political police. Operating under the president's direct command, they have arrested, tortured, and killed hundreds of victims. Many have disappeared altogether. Yves Médard, a filmmaker who works under the name Rassou Labouchin. He and his wife ran a youth center in Haiti. He was arrested on the 29th of August 1983, after he returned from exile. Un mois et demi après, je suis à la maison, en train de lire. J'étais pieds nus, sans chemise. Il fait chaud en Haïti, hein. Alors là, je descends, je prends l'escalier, je descends. J'arrive, je vois un monsieur de grande taille, costaud, et il fait comme si c'est quelqu'un qu'il connaissait. Il vient vers moi, il me dit, Rassoul, j'ai une commission pour vous. Je dis, mais une commission, mais c'est quoi? Oh, c'est rien de grave, c'est dans la voiture, hein, la commission. La voiture est au coin de la rue. Ah bon? Et j'ai dit, bon, monsieur, vous savez, vous voyez bien que j'ai pas de chemise, hein, j'ai les pieds nus. Cette petite fille-là, qui est une fille qui fréquente le centre, elle peut aller prendre la commission avec vous. Il me dit, ah mais non, c'est pas possible, hein, vous comprenez bien qu'elle est trop petite. Hein. Ah bon, j'ai dit, bon, enfin, il y a cette femme-là qui travaille au centre, elle peut aller chercher la commission. Bon, non, c'est pas possible, elle pourra pas. J'ai dit, bon, de toutes les façons, moi je ne pourrai pas sortir, donc vous m'apportez la commission. Et à ce moment-là, il me dit, vous voulez bien que je rentre dans la maison avec la voiture? J'ai dit, oui, si vous avez une commission pour moi, vous rentrez avec la voiture et vous me laissez la commission. Il est sorti, il a laissé la maison, et moi, je remonte là, dans le bureau, au bureau là où j'étais avant, je commence à déchirer toutes les lettres, les photos, parce qu'en général, ce qu'ils font, quand ils arrivent, ils trouvent des lettres, ils arrêtent systématiquement toutes les personnes dont leur nom se trouve dans une lettre, ou bien les photos qu'ils trouvent dans la maison, ils identifient les personnes et ils arrêtent les gens. Hein. Et c'est ainsi qu'ils sont retournés tout de suite après. Ils arrivent avec un papier, oui, et il me dit, voilà, c'est la commission. Il me montre le bas du papier, hein. Il me dit, voilà, c'est la commission. Je regarde, je lis, et j'ai dit aux militaires qui étaient là, mais tous en civil, hein, j'ai dit, ah bon, je suis en train de lire le nom du colonel Albert Pierre. C'est le colonel qui est le responsable des casernes des Salines. Il me dit, oui, c'est comme ça, hein, il veut vous parler, c'est la commission. Alors c'est ainsi que j'ai dit aux autres femmes qui étaient là, et mesdames, je suis actuellement entre les mains de la police, hein, je suis arrêté par la police. Alors lui, il se tourne vers les femmes pour dire, non, mesdames, c'est pas une arrestation, c'est une convocation. Monsieur Rassou Labouchin va s'entretenir avec le colonel. Une heure, 2 heures après, il sera de retour avec vous. Amnesty International monitors the human rights situation in Haiti carefully. It has concluded that hundreds of political detainees have been held without charge or trial since 1977. Almost all have been denied access to lawyers, relatives, and doctors. Many political prisoners have confirmed the harsh conditions of detention in the Caserne des Salines, a military barracks in the middle of the capital, Port-au-Prince, next to the presidential palace. Evans Paul, a journalist, was arrested in October 1980. Like Yves Médard, he was held incommunicado, without charge, in the Caserne des Salines. À mon tour, j'ai été appréhendé
le 16 octobre 1980 à l'aéroport de Port-au-Prince. Et là, je fus conduit aux casernes des Salines, où on m'a infligé un traitement vraiment très dur, avec le bâton là, avec un interrogatoire très serré. Pour vous donner l'image, au moment de me battre aux casernes des Salines, les gens là, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, quand on me pose une question et j'essayerai là de trouver une réponse, le colonel de me répondre, quand je parle, vous n'avez pas le droit de répondre. Là, c'est le bâton. Et puis après, on arrête. Et puis on me pose encore une autre question, je ne réponds pas. On dit, quand le chef parle, il faut pouvoir répondre. Là, c'est pour toujours trouver un alibi pour vous battre. Une fois arrivé au caserne des Salines, on me conduit d'abord dans une salle, on me demande mon nom, mon prénom, le nom de ma femme, de mes enfants. Mais ça, ils savaient tout ça déjà. Hein. Question de formalité, ils prennent ça sur une feuille de papier. Après, ils me conduisent vers un couloir. Arrivé au couloir là, il y a une première barrière en fer avec un cadenas. Ils ouvrent la première barrière en fer et il y a une deuxième barrière en fer. Entre les deux barrières en fer, il y a un soldat armé. Là, le soldat ouvre la deuxième barrière en fer et on passe. On tombe sur le couloir. Et à gauche, il y a une cellule avec les habits et les chaussures des prisonniers. On rentre dans cette cellule et à ce moment-là, le lieutenant qui était venu m'arrêter, il me dit tout de suite, vous enlevez tous vos habits. Et j'enlève mes habits et il me dit, je vais vous donner un conseil. Vous ne donnez pas votre nom à personne ici, sinon ça va être grave. Ça veut dire qu'il va me punir gravement. Hein? Et là, c'est vraiment, c'est comme si on m'avait pris mes habits et mon nom. J'ai plus de nom, plus d'habits, plus de nom. On me conduit dans le couloir, ils vont avec moi vers la cellule 12. Ils ouvrent la cellule, je rentre dans la cellule, et il me dit tout de suite, c'est votre chambre. Et il ferme. The 70-year-old former teacher, Frank Blaise, was held in unacknowledged detention in the Caserne des Salines. For 77 days, he was held incommunicado, in a completely dark cell. In 1983, the Congress passed a new constitution, but the Tonton Macoute and other branches of the security forces continued to disregard its provisions. Arrests are usually carried out without warrant, in violation of Article 24. Prisoners are rarely brought before a judge within 48 hours, as Article 25 stipulates. The courts are usually bypassed. These unconstitutional methods are used to suppress any attempt to express political dissent. Silvio Claude, the founder and president of the Haitian Christian Democratic Party, has spent most of the past 5 years in hiding or in prison. Vous êtes poursuivi, persécuté depuis quand même un certain nombre d'années. Ah oui, depuis près de 5 ans. Depuis près de 5 ans. La seule raison, c'est parce que j'ai fondé un parti politique, et c'est cela au terme de la loi de mon pays. C'est vous êtes un légaliste. Vous êtes pour un parti légal. Légal, c'est au terme de l'article 31 et 32 de la Constitution. C'est un parti reconnu par le gouvernement haïtien parce que le gouvernement a autorisé légalement la publication de l'organe du parti, l'organe doctrinal du parti, la conviction. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vous arrêter? Non. C'est après la fondation. C'est après la fondation, c'est-à-dire la fondation c'était le 5 octobre 1978, et la première arrestation a eu lieu le 22 février 1979. Et au siège même de votre parti? Au siège même. 3 arrestations au siège même du parti. Et vous avez été emmené où? À la caserne des Salines? Au caserne des Salines, et je suis battu à peu près 350 coups de bâton. Par qui étiez-vous battu? Par les hommes d'Albert Pierre et de Jean-P. Valmé. Ils m'ont personnellement frappé. Pendant les 33 jours que j'ai passés, disons pendant les 32 jours, je n'ai eu aucune interrogatoire. Pas d'interrogatoire, hein, pendant les 32 jours. Seulement le 32e jour. Mais les autres ont connu de pire. Il y en a qui passent devant le colonel pour être interrogés, et au cours de ces interviews-là, ils sont frappés par la police.
battus avec des bâtons, avec des fouets, ils reçoivent des coups au visage, au cou, à la tête, un peu partout. Et ça dure des fois 30 minutes de bastonnade, hein, 30 minutes, 40 minutes. Et après ces bastonnades, ils reviennent dans la cellule, mais vraiment abîmés, hein, avec du sang sur le corps. Mais ce n'est pas la seule punition. Il y a aussi les cellules souterraines. Et quand un prisonnier se comporte mal, enfin, comme ce qu'eux-mêmes entendent par se comporter mal, ils font conduire là, les prisonniers en dessous, dans les cellules souterraines. Et c'est là maintenant qu'ils connaissent les pires des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, ils mangent peu, enfin moins que si on était dans les cellules normales. Et ça, on les appelle les cellules vraiment, ça c'est l'enfer, c'est pire que l'enfer. Hein. Like Silvio Claude, he was interrogated by Colonel Albert Pierre. Et finalement, il me dit, bon vous savez, votre sort, il est réglé à l'avance. Hein. Alors là, j'ai eu peur. Parce que j'ai su, par les autres prisonniers, que très souvent, ils fusillent les gens. Alors à ce moment-là, j'ai dit au colonel, mais écoutez, colonel, mais j'avais tellement peur, j'ai dit au colonel, mais asseyez-vous. Mais c'est la peur qui parlait, parce que je ne pouvais pas dire au colonel de s'asseoir. Et j'ai dit, mais colonel, asseyez-vous, je dois vous poser une question. Et non, ici, on ne pose pas de questions, vous n'avez rien à dire, votre sort est réglé, c'est fini pour vous. Alors bon, fini pour moi, mais pourquoi? C'est pour le film, parce qu'on avait un centre pour les enfants qui étaient vraiment des enfants démunis, parce qu'on donnait des cours d'artisanat, des cours de géographie, d'histoire à ces femmes de la classe ouvrière, parce qu'on on militait, mais comment? Pour faciliter les gens des classes pauvres, démunies, de pouvoir au moins bénéficier de la lecture, de la nourriture pour les enfants. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais colonel, asseyez-vous. Bon, finalement, il me dit, bon, écoutez, mais je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est fini pour vous. J'ai dit, colonel, est-ce que j'aurai le droit de vivre dans mon pays comme je l'ai toujours voulu, quand je serai libéré? Alors là, il me dit, ah, non, c'est fini pour vous. Hein. Et vous partez pour l'exil définitivement cette fois-ci. Now living in exile, he still remembers his last day of imprisonment vividly. En me libérant, j'avais une grande joie et une grande tristesse. Une grande joie pour pouvoir sortir de ce lieu d'enfer, de cette affaire. Et une grande tristesse, c'est le fait de savoir que les autres prisonniers vont rester là pendant on ne sait combien de temps et vont pouvoir laisser leur peau aussi. Je me rappelle bien que le prisonnier d'en face, qui me regardait avec les larmes aux yeux, en me disant, Rassoul, toi tu as un nom. Tu écris, tu fais des films, on te connaît à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Des gens peuvent faire des démarches pour vous. Des organisations internationales peuvent faire vraiment prendre des initiatives pour votre libération. Mais moi, on ne me connaît pas. During Jean-Claude Duvalier's rule, many prisoners have disappeared. In Fort Dimanche prison, now closed, many prisoners were reportedly executed, or died of starvation or untreated illness. In 1979, the Inter-American Commission on Human Rights published a list of 151 prisoners who reportedly died there between 1974 and 1976. In 1983, a former soldier testified that prisoners would be strangled here, at police headquarters, with a cloth wrapped around the victim's neck. The body would be put into a car, which would then be driven at night to an area of Port-au-Prince where there were a lot of thieves. The corpse would then be shot and dumped. The intention was to make it appear as though the victims themselves were thieves. William Josmer disappeared in January 1982 after being taken from the National Penitentiary. Fears for his safety and that of other missing prisoners continue. Faced with this pattern of human rights abuses, Amnesty International operates a special network to launch telex appeals known as urgent actions.
They have to be urgent, because the danger of torture, disappearance or killing is often greatest in the first 24 or 48 hours after arrest. They are sent to Amnesty International volunteers in dozens of countries, who respond by sending telexes and express letters urging that the potential victims be treated humanely. Moi, j'étais, je peux dire, un cas très particulier dans cette prison, en ce sens que on me conduit au caserne de Salines, on m'enferme dans ma cellule pendant 32 jours, aucune question, on ne me conduit pas au bureau du colonel pour être interrogé, et les prisonniers commençaient à me dire, ah bon, c'est peut-être, il y a peut-être une pression internationale. Peut-être que l'Amnesty International a dû intervenir pour vous. Peut-être que les organisations démocratiques ont intervenu. Et à ce moment-là, j'ai compris. Mais je comprenais ça dès le début, dès le deuxième jour, hein, j'ai pu comprendre ça. Parce que dès le deuxième jour, moi, je ne voulais pas manger. Hein. Donc j'ai passé toute la soirée, enfin la soirée quand je suis arrivé dans la cellule, on a laissé pour moi un peu d'avoine, je ne voulais pas manger ça. Le lendemain matin non plus, je n'ai pas mangé. Enfin, j'ai passé 2 jours et demi sans manger. Mais le militaire, il vient souvent pour me dire, mais vous mangez, vous devez manger, vous n'allez pas nous créer des problèmes. Et les autres prisonniers m'ont dit, ah, il doit y avoir des pressions. Mais il faut que je dise tout de suite que Michael, dès qu'elle ait su que j'étais entre les mains de la police, elle a commencé à écrire des lettres partout. Très souvent, les gens se laissent terrasser par l'événement, par la douleur, parce que c'est dur d'avoir quelqu'un d'arrêté en Haïti. Souvent, la vie de la personne est en péril, parce que c'est une arrestation illégale. On ne sait pas où est détenu le prisonnier, on n'a pas de ses nouvelles, on n'a rien. Donc, il peut disparaître aussi vite. Donc, c'est une raison d'anxiété très, très, très grande. Donc, souvent, les gens se laissent, comme j'ai dit, terrasser par cette douleur, et ils oublient qu'il y a des ressources disponibles, des démarches qu'il faut entreprendre pour essayer d'avoir des appuis et afin d'obtenir la libération du prisonnier. Continuous pressure can achieve real results. After 3 years in Fort Dimanche, Mark Romulus was reunited with his son, Patrice. Amnesty International had taken up his case. It took 2 years for the government to admit he was in detention, but he was eventually included in an amnesty for political prisoners. Les prisonniers ils commençaient par me dire qu'on va vous libérer soit demain, soit après-demain, mais de toutes les façons au cours de la semaine. Hein. Et je leur ai dit, mais comme on va me libérer, c'est certain, est-ce que je peux avoir vos vrais noms? Et alors là, ils ont dit, bon, ils ont fini par accepter. Hein. Et ils commençaient par me dire leur nom. J'ai pu prendre ainsi, et puis mémoriser ainsi le nom de tous les prisonniers qui étaient dans la cellule, le nom de leurs parents, de leurs pères, de leurs tantes, ceux-là qui vivent au Mexique, aux États-Unis, enfin en Europe, partout. Et ça a été vraiment tout un travail de 5 heures de l'après-midi, et j'ai passé toute la nuit. Et on me répétait à tout moment, juste que... J'ai pas dormi la nuit, hein, toute la nuit à parler, à prendre les noms, Mark Romulus and Yves Medard were lucky. Hundreds of others were never given the opportunity to tell their stories.